Ce module couvrira les techniques cliniques de base pour amphibiens. Cette présentation est orientée surtout sur les batraciens, bien que les techniques qui y sont décrites s'appliquent aux autres amphibiens. Ce module est à l'intention des vétérinaires. Quoique l'information puisse être utile à fin d'éducation de personnel non médical, les techniques décrites ne devraient être pratiquées que par un vétérinaire qualifié. De plus, veuillez noter que les photographies dans cette présentation furent obtenues lors de procédures cliniques sur des amphibiens malades. Cette présentation est en 3 volets, couvrant le diagnostic, le traitement et les méthodes d'euthanasie. La section diagnostic couvrira les échantillonnages de base, prise de sang, synthèse, échantillons cloacaux, frottis d'impression et grattage cutané, suivi des techniques de radiologie et d'ultrasons. Le sang peut être collecté de 4 endroits chez les batraciens: le cœur, la veine ventrale médiane, la veine fémorale et la veine sublinguale. Les prises de sang cardiaque et de la veine sublinguale représentent un défi, et il est facile de causer du dommage irréparable lors d'une ponction cardiaque. La veine ventrale médiane est la plus facile d'accès. Elle est située sous la peau, le long de la ligne médiane ventrale. Il est important de restreindre l'animal adéquatement lors d'une ponction de la veine ventrale de façon à éviter les dommages aux organes internes. Afin de prévenir une infection, il est recommandé de nettoyer légèrement le site où la peau sera ponctionnée avec une solution diluée de chlorhexidine. Sur cette image, l'aiguille est insérée crânialement, mais la même technique peut être utilisée en dirigeant l'aiguille caudalement. La veine fémorale est légèrement plus difficile à identifier, mais elle repose sur l'aspect médial de la cuisse, un peu plus profondément que la veine ventrale médiane. Une ciliosynthèse peut être effectuée après avoir doucement nettoyé le site de ponction. Une aiguille de petit calibre est lentement introduite ventralement dans la cavité coelomique jusqu'à ce que l'on puisse y aspirer un fluide. L'usage de cathéter papillon est pratique, particulièrement si le patient se débat. Une fois introduite, on doit s'abstenir de bouger l'aiguille latéralement. Et si elle doit être repositionnée, il est mieux de retirer l'aiguille jusqu'au niveau de la peau et de la rediriger. L'image illustre la synthèse coelomique, mais cette technique peut être utilisée pour échantillonner d'autres structures comme la vessie urinaire ou des kystes cutanés. Les fluides ainsi obtenus peuvent être soumis pour culture et analyse ainsi que pour cytologie. Le cloaque est identifié aisément en tenant l'amphibien en position normale plutôt que de tenir l'animal en décubitus dorsal. Sur cette photo, la tête de l'animal est vers la paume de la personne et le cloaque est situé juste sous l'urostyle. Un écouvillon peut être obtenu puis roulé sur une lame de microscope pour fin de cytologie ou peut être soumis pour culture. Alternativement, un lavage cloacal peut être effectué. Un cathéter flexible de calibre approprié est utilisé pour instiller un liquide qui est par la suite retiré dans la seringue ou collecté dans un tube ou flacon alors qu'il s'écoule de l'anus. L'échantillon peut être soumis pour cytologie, culture ou analyse pour la présence de parasites intestinaux. Le frottis d'impression représente un outil important pour déterminer la cause d'ulcères cutanés et autres lésions. Ce frottis est effectué en apposant une lame de microscope sur la région affectée. Il est pratique de faire plusieurs frottis d'impression sur la même lame et de faire de multiples lames de la même lésion. Les lames sont colorées de routine pour cytologie ou colorées avec des colorations spéciales visant à identifier une cause spécifique. Les résultats sont quasiment immédiats, permettant parfois de sélectionner un traitement approprié, même avant que les résultats d'une culture ou de l'histopathologie soient obtenus. Des grattages cutanés peuvent être effectués pour identifier la cause d'une lésion cutanée. Une lamelle ou le rebord mousse d'une lame de scalpel est dragué doucement sur la lésion et le matériel prélevé est transféré sur une lame de microscope. Le frottis peut être monté avec quelques gouttes de saline ou peut être séché et coloré comme décrit auparavant.
Des radiographies peuvent être utiles pour identifier la cause d'enflure, d'édème, d'anormalité aux membres, ainsi que pour évaluer la qualité osseuse. Pour les patients actifs, une contention dans un sac de plastique transparent est utilisée car elle ne cause pas d'artefact et il est difficile pour l'animal de s'y blesser. On peut perforer le sac pour y créer des trous d'aération si la contention doit être prolongée. Il est important d'obtenir les 2 vues traditionnelles lorsqu'on effectue une étude radiographique. La latérale est préférablement obtenue avec l'animal en décubitus ventral, en pivotant le tube de façon à obtenir un faisceau horizontal. Nous voyons ici que la grenouille est placée sur un coussin spongieux et une cassette est maintenue verticalement derrière l'animal afin d'accommoder le faisceau horizontal. On peut apprécier qu'il serait facile de ne pas voir le calcul dans la vessie de cet animal si une seule vue était disponible. L'ultrasonographie est utile pour évaluer la cavité coelomique. L'ultrasonographie permet d'obtenir une description plus détaillée du foie, de la vessie, des reins, des ovaires et du tractus intestinal. L'animal est contentionné en décubitus dorsal et un gel en base aqueuse est appliqué sur le ventre. Alternativement, l'animal peut être simplement imagé lorsqu'assis en position normale dans le récipient de transport. Cette méthode requiert assez d'eau dans le récipient pour permettre un plan de conduction continu entre la sonde et l'animal. Un gel facilite le contact entre la sonde et le fond du récipient. La présence de poches d'air rendra impossible l'obtention d'images. Nous passons maintenant aux techniques de traitement, incluant les diverses façons d'administrer des médicaments, que ce soit des médicaments injectables, oraux, topiques ou administrés par immersion ou bain. Les injections peuvent être données de façon intramusculaire, intracélomique, intraveineuse et sous-cutanée. La voie intramusculaire dans la cuisse est la plus couramment utilisée, car on y trouve la masse musculaire la plus importante. Les injections intracélomiques et intraveineuses sont données en utilisant les mêmes paramètres que la céliosynthèse et la ponction veineuse. Les injections sous-cutanées ne sont indiquées que chez les batraciens car les urodèles, salamandres et tritons n'ont qu'un espace sous-cutané très restreint. Il est important d'être prudent lorsque des médicaments caustiques, comme l'enrofloxacin, doivent être injectés sous-cutanés, car il est possible de provoquer une nécrose cutanée au site d'injection. Médicaments et suppléments peuvent être administrés oralement dans ou sur une proie ou donnés directement dans la bouche. On peut saupoudrer les insectes ou autres proies de médicaments et de suppléments. Ou on peut injecter un médicament dans l'insecte juste avant de le présenter à l'amphibien. La bouche peut être ouverte manuellement à l'aide d'un instrument mince, ferme et lisse comme une spatule de métal ou une carte de crédit. On doit faire attention de ne pas causer de lacération, ulcère ou autres dommages aux lèvres. La médication est alors administrée à l'aide d'une seringue ou d'un cathéter flexible. On peut aussi gaver un animal en utilisant cette technique. Parce que la peau des amphibiens est très perméable, il est possible d'appliquer des médicaments topiquement avec absorption systémique à travers la peau, mais il faut faire attention de diluer les médicaments de façon appropriée. Des micropipettes similaires à celles utilisées dans les laboratoires peuvent être utiles pour administrer une dose correcte chez les plus petits patients. Les médicaments peuvent être administrés sous forme de bain ou immersion partielle. Ces bains sont typiquement d'une durée d'1 heure ou moins. Les bains doivent être prescrits très prudemment si la peau du patient est endommagée, car ces animaux ont souvent de la difficulté à régulariser leur balance osmotique et il est alors possible de provoquer de l'édème ou du ballonnement. Idéalement, le bain est composé d'une solution rincée pour amphibiens à laquelle est ajoutée une concentration appropriée de médicaments. On peut fabriquer une solution rincée pour amphibiens en combinant les sels dans les proportions décrites ici, ou on peut acheter une solution pour amphibiens sous forme préparée. Certains médicaments peuvent altérer le pH de la solution et il est possible que l'on doive tamponner cette solution avant l'usage. Si vous préparez votre propre solution à partir de sel, il est utile d'avoir des paquets prémesurés pour divers volumes d'eau, préparés à l'avance de façon à ne pas délayer les traitements lorsque ceux-ci sont requis. En dépit de nos efforts visant à fournir les meilleurs soins médicaux à nos patients, il arrive que l'euthanasie devienne nécessaire. Il y a diverses façons d'euthanasier ces animaux. La méthode préférée consiste en une surdose de MS-222. Le MS-222 est une poudre que l'on dissout aisément dans l'eau. Un bain prolongé dans une solution de 5 à 10 grammes par litre
devrait suffire. Ce mélange est acide et devrait être tamponné, autrement il est très irritant pour l'amphibien. Une règle facile est d'ajouter un volume de bicarbonate de soude identique au volume de MS222. Une fois tamponné, on immerge l'animal dans la solution de MS222 et la mort survient habituellement dans les 10 minutes qui suivent. On confirme le décès en palpant l'animal, en auscultant ou plus définitivement en utilisant un Doppler pour confirmer l'absence de battement cardiaque. D'autres méthodes d'euthanasie existent. Une surdose d'éthanol appliquée sous forme de bain. L'irritation est minimisée si on commence à des concentrations moindres et on ajoute de l'éthanol lentement pour atteindre une concentration de 20 %. Le pentobarbital peut être administré de façon intracélomique ou intracardiaque, mais cette méthode peut nuire à l'interprétation histologique des tissus. La décérébration peut être pratiquée, mais seulement sur un animal anesthésié. La congélation rapide peut être acceptable, mais seulement si l'animal est anesthésié, et cette congélation devrait être pratiquement instantanée. L'usage d'un congélateur ordinaire est inacceptable. Chaque méthode d'euthanasie impacte les tissus et peut ainsi affecter la capacité du pathologiste à établir un diagnostic. Le MS222 et l'éthanol causent le moins de changements. Le pentobarbital cause des changements modérés, mais la décérébration et la congélation peuvent rendre les tissus inutilisables pour fin de pathologie. Les méthodes suivantes sont considérées inacceptables: l'asphyxiation avec le dioxyde de carbone, la décapitation, l'hyperthermie, l'électrocution ou l'exsanguination. Un nombre de références et ressources concernant les techniques cliniques utilisées chez les amphibiens sont énumérées ici. Des ressources additionnelles sont disponibles au Amphibian Arc website. Merci pour votre attention et bonne chance dans vos futurs projets amphibiens.